Bonjour à tous, bonjour à toi qui n'a pas école et bienvenue dans la Maison Lumière. Alors ça y est, on commence à prendre nos petites habitudes. J'espère que tu es content de nous retrouver. En tout cas, nous, on est très, très heureux de te retrouver. Et puis j'espère aussi que tu as fait tes devoirs et que tu mérites vraiment de regarder la Maison Lumière. Non. Mais tu sais, quoi qu'il arrive, tu mérites de la regarder. Pourquoi? Parce que tu restes chez toi. Et ça, c'est très important. Ça aide tout le corps médical, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tout le monde. D'ailleurs, il n'est pas 20 h et je propose qu'on les applaudisse. Parce qu'en ce moment, ils travaillent comme des fous et tu les aides beaucoup. Donc, merci à toi aussi. Allez, installe-toi bien dans ton canapé, c'est parti. On est le mercredi 25 mars 2020. Et mercredi, tu sais, c'est un jour très important. Par exemple, c'est le mercredi 6 octobre 2010 qu'a été lancé Instagram. À l'époque, ça a été un énorme succès. Il y a eu 25 000 abonnés dès le premier jour. Et puis maintenant, ça a encore plus gros succès. Il y a plus d'1 milliard d'abonnés, dont Lumni. D'ailleurs, si tu es un adulte sous la main, va suivre la page Lumni. Tu apprendras plein de trucs. Et puis le mercredi, c'est un jour important aussi pour Kenji Girac, le célèbre chanteur qu'on adore, qui est né le 3 juillet 1996. Et puis c'est aussi un jour important pour Lindsay Lindbergh, puisque le mercredi 26 juin 2013, elle a battu le record du monde d'écrasage de pommes avec le biceps. Tu vois, elle a réussi à en casser 8. Moi, j'arrive même pas à en faire une. Ça c'est dit, je suis d'accord, c'est complètement inutile, alors que le mercredi 28 août 1963, là, il y a eu un truc vraiment important, je parle sous la surveillance de notre prof d'histoire, Raphaël. C'était un grand jour, puisque c'est le jour où Martin Luther King qui a fait son discours essentiel pour les droits des Noirs américains. Un discours où il y avait la phrase qui est devenue mythique maintenant, « I have a dream », j'ai un rêve. Et moi, mon rêve, c'est que la Maison Lumni commence. C'est parti. Et pour m'accompagner dans la Maison Lumni et t'accompagner chez toi ce matin, nous avons évidemment nos légendaires profs. Alors, on va en découvrir plusieurs au fil des semaines. Vous allez tourner sur ces petits fauteuils à la distance réglementaire. Mais aujourd'hui, nous avons encore les pionniers de la Maison Lumni, ceux qui étaient là au début. Celle qui connaît aussi bien l'histoire que la géographie, c'est Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Quel beau pull! Ah bah oui, n'est-ce pas? Oui, je brille de mille feux. tu brilles de mille feux. Tu vas nous faire quoi aujourd'hui, Raphaël? Histoire, géo? Aujourd'hui, on va faire de la géographie. Ah, très bien, passionnant. Je suis très mauvais là-dedans, donc je vais apprendre plein de trucs. Celui qui ne part jamais à la faute, et c'est normal, il est professeur de français, c'est Nicolas. Ça va bien, Nicolas? Très bien, bonjour. Alors, je te le dis, je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Les gens attendent tes lectures ou tes récitations avec impatience. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura droit à ça? Tout à fait. Ah, Et mon pull? Ton pull, alors oui, il est bien moins bien que celui de Voilà. Raphaël, mais il est semblait. bien quand même. Hein. D'accord. Mais il est moins, tu vois, il Ouais. pète moins. Voilà. Et puis celle qui va nous aider à fabriquer des choses, comme tous les jours, avec ses doigts de fée, c'est la magnifique Manon. Comment ça va, Manon, aujourd'hui? Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Bon, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va utiliser des choses qu'on n'utilise pas en général en cuisine. D'accord, petit suspense pour faire un truc évidemment très utile et bien Exactement. sûr très écologique. Et puis, comme tous les jours, on va aussi parler de plein de choses. On va répondre à vos questions, comme toujours. On va faire peut-être même un petit peu de science sur les légumes, justement. Vous verrez ça tout à l'heure. Et comme tous les jours, on a un fan ou une fan. Vous savez que vous pouvez nous envoyer des petits messages sur l'Instagram ou le Twitter de Lumni, avec le hashtag Maison Lumni, pour participer à l'émission. Et aujourd'hui, c'est Mathis qui est là. Salut Mathis, ça va bien? Oui, et vous? Bah ça va, on te dit bien. tous bonjour. Bonjour Mathis. Bonjour Mathis. Voilà. Bonjour. T'as 10 ans Mathis, c'est ça? Oui, T'es en quelle classe? CM2. Et là, t'es où, là? Je suis dans la chambre de mes parents. D'accord. Et c'est où? C'est dans quelle ville? C'est où ça? Annemasse. C'est vers où? Géographie. Géographie. Pas loin d'Annecy. C'est pas loin d'Annecy. Ah, c'est pas mal. Notre prof des géos, elle connaît tout. Hein. Elle est balèze. T'aimes quoi, Mathis, à l'école, toi? Les maths et le sport. Ah bah écoute, on aura un peu de sport à la fin de l'émission, comme tous les jours. En revanche, on n'a pas trop de maths aujourd'hui. Mais tu vas voir qu'on a les sciences de la vie et de la terre avec Adrien. On va apprendre plein de trucs quand même. Bon, est-ce que tu es prêt pour l'émission? Oui. Est-ce que tu sais que le but de l'émission, c'est d'apprendre plein de choses, en s'amusant bien sûr, et aussi de répondre à tes questions? Tu le sais, ça? Oui. Alors, quelle est ta première question? On y va. Alors, à cause du coronavirus, est-ce qu'on va manquer de nourriture dans les magasins? Ah oui, alors ça c'est vrai, hein, en ce moment on voit les gens se ruer sur les pâtes. Souvent tu vois les images dans ton journal télé des rayons vides de pâtes. Il n'y a pas que les pâtes d'ailleurs, très étonnamment il y a le papier toilette. Ça je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Raphaël, prof d'histoire, peut-être une explication historique?
Historique sur pourquoi les gens achètent du papier toilette. Oui. Je sais pas, ils veulent à la maison faire du papier mâché peut-être. Je sais pas. Ah bah, c'est vrai que ça, c'est très bizarre, par contre, parce qu'on peut très bien aller sous la touche. Bref, effectivement, en tout cas, tu as raison, Mathis, on s'aperçoit que parfois les rayons se vident et on a peur de la pénurie. On se demande s'il faut en avoir peur et on va poser la question à Justin Fox. Salut à tous, c'est Justin Fox. Aujourd'hui, épisode spécial confinement. Comme tu peux le remarquer, je me suis confiné dans l'endroit le plus rassurant de la baraque. La cuisine, là où il y a la bouffe. Alors tu peux le voir, on a fait des stocks. Mais attention, j'ai fait ça il y a longtemps. Hein. La boîte de haricots, elle est là depuis 5 ans. Alors tu peux te moquer de moi. Mais en attendant, t'as vu ce qui se passe dehors? Les gens paniquent. Pourquoi? Parce que les magasins sont vides. T'as pas vu les photos sur internet? Eh ben je vais te montrer. Regarde ce que j'ai trouvé sur Twitter, des rayons vides partout, ici. Non, c'est pas la panique, hashtag gel hydroalcoolique. Lol. Alors en ce qui concerne le gel hydroalcoolique, moi j'en ai 12 litres sous l'évier. Ouais, je me lave même les dents avec. Et ici, voilà, on voit quoi? D'autres rayons vides et des caddies remplis à ras-bord, blindés de bouffe. Alors moi je suis tranquille, j'avais prévu le coup, mais maintenant j'ai peur de me faire cambrioler, du coup je suis pas tranquille. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une pénurie alimentaire? On va continuer les recherches. Supermarché, coronavirus, pénurie. Ici, on a un article de Ouest France qui dit « Coronavirus, comment les supermarchés s'y prennent pour éviter la pénurie ». Là, ils ont interrogé les PDG des magasins Leclerc et Système U. Alors, qu'est-ce que nous racontent les super épiciers? En gros, ils mettent en cause le surstockage, le fait de prendre plus que de raison. Les deux patrons nous disent qu'il n'y aurait pas de pénurie. On a de la bouffe en France, jusqu'à l'été a même lancé Michel-Édouard Leclerc. Eh ben dis donc, très rassurant Mich, tu sais parler au français, ça fait plaisir. Donc là, on nous assure qu'il n'y a pas de problème de stock dans les magasins. Mais les rayons vides, je les ai pas inventés. On va quand même faire une petite recherche gouvernementale. Gouvernement, coronavirus, pénurie. Tiens, un article du Monde. Coronavirus, le gouvernement assure qu'il n'y a pas de pénurie alimentaire en France. Le Premier ministre le confirme, il n'y a pas de difficulté en termes d'approvisionnement en produits alimentaires pour les Français et il n'y en aura pas à condition que chacun continue à faire ses courses comme avant. Je vois pas de quoi il parle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens faisaient leurs courses normalement, il n'y aurait pas de rayons vides. Il faut juste laisser le temps au magasin de se réapprovisionner comme d'habitude en fait. Alors ailleurs, ça se passe comment? En Italie par exemple, là où la crise est la plus sévère. Un article de Sud-Ouest qui dit « En Italie, les magasins continuent d'être alimentés normalement. Seule différence, les clients sont priés de faire la queue à l'extérieur et à distance respectable les uns des autres, plus d'1 mètre, et ne peuvent entrer qu'un par un à mesure qu'une autre personne ressort. » Ok, voilà où ça nous mène les comportements individualistes. Du coup, les magasins sont obligés de serrer la vis et finalement, il y a plus d'attente. Ouais, ça fait réfléchir. Du coup, j'ai peut-être donné ça aux voisins. Allez, bon courage pour le confinement et salut! Bon, ouf, nous voilà tous rassurés. Ça va mieux, Mathis? Oui, Ça va, t'as plus peur maintenant, tout va bien? non, ça va. Bon, allez, on va attaquer maintenant la première leçon du jour. C'est une leçon de géographie avec la divine Raphaël. Et comme toujours, histoire ou géo, Raphaël, tu commences toujours par une devinette. Mathis, j'espère que tu es attentif. Attention, voici la question de Raphaël. Alors, la question du jour est la suivante. Qu'est-ce que l'aquaponie? Est-ce que c'est un sport qui consiste à faire du poney à la piscine? Ou bien est-ce le fait de ne pas respirer sous l'eau? Ou bien est-ce une façon de faire pousser des plantes grâce aux déjections, au caca de poissons? Dans tous les cas, c'est original. Oui. C'est un peu étonnant. Est-ce que tu as une réponse, Mathis, ou pas? Non, j'en ai pas, je sais pas. Je ne sais pas si toi, chez toi, tu as trouvé la réponse. Moi, je ne sais pas, mon petit doigt me dit que c'est une histoire de caca. Alors, oui, ton petit doigt a bien raison. Eh ben voilà, c'est rigolo. Alors, l'aquaponie, c'est un mot qui vient du mot aquaculture, qui signifie l'élevage de poissons, et du mot hydroponie, qui signifie la culture de plantes hors sol. Alors, ça ne veut pas dire que les plantes volent dans l'air pour pousser, c'est juste qu'elles n'ont pas besoin d'être dans la terre pour se nourrir de nutriments, parce qu'on les arrose avec de l'eau qui est pleine de nutriments. Donc, généralement, ce sont des plantes qui poussent, qu'on fait pousser dans l'eau. Alors, cette aquaponie, comment ça fonctionne? C'est un système où on a un premier bassin dans lequel on met de l'eau et des poissons vivants qui nagent, qui mangent et puis qui font des déjections. On récupère l'eau de ce bassin pleine de déjections dans un autre bassin et des bactéries se mettent à manger ces déjections de poissons et transforment l'ammoniac qui est présent à l'intérieur en nutriments. Les nutriments qui sont les aliments pour les plantes, on se rappelle. Donc on pompe cette eau pleine de nutriments et on va arroser au goutte à goutte des salades, des fraises, etc. qui vont à leur tour purifier cette eau et qui va repartir dans le bassin des poissons. Donc c'est un circuit fermé et on ne perd rien et à la fin on n'a plus qu'à récolter nos salades et nos fraises. Du coup, c'est hyper écologique. Oui, complètement. Et puis, comme il n'y a plus de terre, j'imagine qu'il n'y a plus toutes les bestioles,
contre lesquels on lutte avec des pesticides normalement. Exactement. Donc l'aquaponie, c'est quand même un système où la chimie est un petit peu compliquée à maintenir, donc on peut utiliser un peu de pesticides, mais l'idée, c'est de ne pas en utiliser du tout. Et c'est intéressant parce que c'est un système qui peut faire pousser beaucoup de plantes sans terre. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus d'habitants sur Terre. En 2050, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, nous serons 10 milliards d'êtres humains, donc 10 milliards de bouches à nourrir par l'agriculture. Et la plupart de ces habitants, des habitants de la Terre aujourd'hui, vivent en ville. Et en ville, il n'y a pas d'espace pour avoir des champs, pour cultiver de la nourriture. Donc on est obligé de dépendre de la campagne. Et puis surtout, ça grandit, ben, il y aura de moins en moins de campagne. Exactement. C'est embêtant. Donc l'aquaponie peut être une solution parce qu'on peut installer des systèmes d'aquaponie dans un hangar ou sur le toit d'un immeuble et faire pousser des salades à la verticale sur des sortes d'étagères. Et ça a un autre avantage parce qu'on peut ramasser ces salades et ensuite les vendre au pied de l'immeuble dans un magasin directement. Donc on fait des économies sur le transport et donc sur l'émission des gaz à effet de serre. Ah, c'est le fameux circuit court. C'est-à-dire qu'on est tout près de la source de ce qu'on peut manger et ça évite tous les transports par tous les avions, les bateaux. Exactement. Alors l'aquaponie, ce n'est pas un système qu'on peut encore développer dans tous les pays du monde pour des raisons économiques notamment. Il faut avoir les moyens techniques et économiques pour développer ces techniques. Mais c'est un système qui peut être intéressant. Alors il y a d'autres régions du monde qui peuvent avoir des problèmes d'agriculture de manière générale. C'est-à-dire que par exemple, on ne peut pas cultiver des champs dans un désert par exemple ou dans les milieux froids, par exemple, au pôle, ce n'est pas possible, ou dans les montagnes. Ce qui fait que certaines régions du monde ont un peu du mal à se nourrir. Alors, il y a des régions qui trouvent des solutions. Par exemple, dans la péninsule arabique, où il y a un grand désert au milieu, certains pays réussissent à développer un système d'irrigation performant. L'irrigation, c'est le fait d'arroser des plantes, et dans des espèces de champs qui sont ronds. Donc, c'est un système comme ça, où vous avez des champs ronds. Et puis, historiquement aussi, on peut cultiver, par exemple, du riz sur les flancs de montagne en faisant des terrasses en Asie. C'est beau, c'est les rizières. Exactement. Ça, j'ai vu ça de mes propres yeux et c'est vraiment magnifique. D'accord, c'est génial. Et donc, du coup, on peut avoir ça, ça peut nous aider tous à l'avenir, quoi. C'est une vraie idée Oui, du l'aquaponie, c'est une solution de développement d'agriculture qu'on appelle durable, c'est-à-dire une agriculture qui est respectueuse de l'environnement et qui aide à économiser un peu nos ressources. Alors, ce n'est pas la seule technique d'agriculture durable, il y en a d'autres. Il y a l'agriculture biologique, sans pesticides. Il y a l'agriculture où on utilise l'irrigation au goutte à goutte, donc on fait des économies d'eau. Et il y a aussi la permaculture où, sur une même parcelle, on peut faire pousser en même temps plusieurs plantes. Donc maintenant, c'est à toi d'inventer des techniques d'agriculture durable dans le futur. Bah oui, c'est important, hein, les enfants. C'est vous qui allez définir l'avenir de la planète. C'est toi qui nous regarde, c'est toi peut-être Mathis. Mathis, tu as des idées de nouvelles je sais pas, formes d'agriculture dans le futur? Tu as des idées qui te viennent comme ça? Tu aimerais bien faire des trucs? Déjà, il faut arrêter de jeter plein de trucs par terre parce que sinon, après, Oui, ça, Exactement. tu as raison. Ça, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est vrai que déjà, une agriculture propre, c'est pas mal. Hein, et même un monde propre, ce serait pas mal. En tout cas, merci beaucoup, Mathis. Et merci beaucoup, Raphaël, pour cet excellent cours. Petite question piège pour toi. Est-ce que tu penses qu'avec l'aquaponie, on peut faire pousser des kiwis? Peut-être, je ne sais pas, là, il faudrait des arbres, là. Ah bah, dans faut ce cas-là. regarder, faut regarder. En tout cas, moi, j'adore le kiwi. Est-ce que vous savez, petite question piège, et pour toi aussi qui nous regarde, quand est la saison du kiwi? L'animal ou le fruit? Alors, pas l'animal, c'est vrai qu'il y a un animal qui Ah, s'appelle le pardon. kiwi. Je parle du fruit, le kiwi. Quand est-ce que c'est la saison, à votre L'été avis? Eh ben non, tac, piège pour la prof. Je te avec mon interro surprise. Et non, la saison du kiwi, figurez-vous que c'est de décembre à avril. Eh oui, c'est un peu étonnant parce qu'on pense que c'est un fruit du soleil comme ça. Ben alors, c'est maintenant décembre à avril et on est en plein dedans. Et du coup, avec notre ami Adrien, qui est prof des sciences de la vie et de la terre, je m'excuse, hein, la première émission avec l'émotion, j'ai dit sciences et vie de la terre, non, sciences de la vie et de la terre. Il est avec nous du fin fond de la Creuse. Comment ça va, Adrien? Salut, ça va et vous? Ça va, Ça va bien? bonjour. Tu sais que moi, j'adore les kiwis. J'ai même eu une vache dans mon enfance et je l'ai appelée la vache kiwi. Voilà, faut bien comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Adrien, avec toi? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'extraire l'ADN du kiwi. Oh, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Ça, je sais, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on y va, du coup, on y va. Vas-y, Alors, Manon. Allez-y, préparez-vous. Il faut savoir que tous les êtres vivants, y compris le kiwi, sont constitués de cellules. Pour te donner un exemple, un être humain s'est constitué de plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules. Bah, ça fait beaucoup, dis donc. Ça fait beaucoup. Oui. Et dans chacune de ces cellules, on retrouve une grosse molécule qu'on appelle l'ADN.
Chez le kiwi, c'est pareil, et c'est cet ADN qu'on va extraire des cellules. Alors, on va être un peu les policiers scientifiques un peu du kiwi, là. On va essayer de faire ça tout seul. Et tu as dit que le kiwi était un être vivant. C'est amusant parce que nous, qu'on soit des êtres vivants, je comprends bien. Mais le kiwi, ça parle pas, ça bouge pas. C'est un être vivant quand même. C'est un être vivant également. C'est le fruit d'un arbre qui se nourrit, qui grandit, qui grossit, qui se reproduit. C'est le fruit de l'arbre à kiwi. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour extraire l'ADN d'un kiwi? Petite expérience que tu peux faire chez toi, Mathis. Je sais pas si tu as un kiwi sous la main, mais en tout cas, je vous conseille de faire ça, toujours accompagné évidemment d'un adulte. Mais allez-y, on peut s'amuser. On est parti, on t'écoute, Adrien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on commence par bien écraser quelques kiwis. On prend 1 ou 2 kiwis, on les écrase bien, on fait une belle purée de kiwis. Ouais, bah, À ça- cette purée de kiwis, on va ajouter une cuillère de gros sel par kiwi et une cuillère de liquide vaisselle par kiwi. D'accord. Bah ça, On Manon, tu continue vois, à bien mélanger. Manon, elle maîtrise à donf. On sent qu'elle aime bien écraser des trucs. Mélanger, surtout. Mélanger surtout. Bravo, Manon. Et on a une espèce de purée de kiwi salé. Il faut pas trop la goûter, à mon avis. Hein. C'est pas très Ouais, bon. Je pense que c'est pas... Non, on la mange pas. Le sel et le liquide vaisselle, ça va faire exploser, ça va faire péter les cellules du kiwi. Ah, carrément, là. Pouf. Pète les Exactement. cellules. OK. Pète les cellules et ensuite ta purée de kiwi, tu vas la passer dans un torchon pour la Ok. filtrer, Bah, ça, pour c'est- en extraire le jus. OK, c'est ce que Manon va faire. Et est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que le sel et le liquide vaisselle, ça fait, comme tu dis, péter les cellules du kiwi? Parce que c'est sympa, du sel et du liquide vaisselle. Alors les cellules, elles sont entourées d'une membrane et c'est cette membrane qu'on va faire éclater. D'accord, parce que ça aime pas le sel et pas le liquide vaisselle, quoi. Exactement. Donc là, on presse, on a une espèce de petit jus. C'est ça, on récolte un jus, c'est l'intérieur des cellules. Et dans notre verre, on va avoir récolté ce jus dans un verre type flûte à champagne. Oui, c'est ce qu'on a On va fait. glisser le long de la paroi de ce verre de l'alcool. Alors, Par quand- exemple, Alors, attention. l'alcool que vous pouvez trouver dans une boîte à pharmacie. De l'alcool à On 90, le fait quoi. glisser. Un truc comme ça. Voilà. On le fait glisser très délicatement. Il ne faut pas que ça se mélange au jus du kiwi. Il faut bien que ça fasse 2 couches distinctes. Ah oui, c'est amusant, ça. Comment ça se fait que ça se mélange pas? Regarde, on voit bien la différence des deux couches. Il y a une couche, l'alcool est clair, et ça Peut-être se que mélange j'en pas les mette deux. un peu. Comment ça se fait? Alors, le jus du kiwi va être plus dense. Du coup, il va rester dans le fond du verre, tandis que l'alcool, lui, va rester sur le dessus du verre. D'accord. Et si vous regardez bien, on va voir apparaître dans la partie alcool Oui, quelques petits filaments blancs. bah ça, on en voit plein. Ces filaments, ils contiennent l'ADN On avait- du regardez, kiwi. vous allez mieux voir avez comme ça. réussi à Hop. extraire l'ADN du kiwi. Voilà, on avait fait l'expérience avant déjà sur l'eau de verre. On voit bien tout ça. Alors je rappelle, pour faire cette expérience, il vous faut des kiwis, du sel, du liquide vaisselle, un petit peu d'alcool à 90 et puis éventuellement une flûte à champagne. Comme ça, on voit mieux dans le verre ce qui se passe. Et puis un petit entonnoir et un petit torchon pour extraire le jus. Et c'est magnifique. C'est un peu ce que pourrait faire la police scientifique pour vérifier que ce kiwi est gentil. On cherche l'ADN et on trouve l'ADN du kiwi. Mais l'ADN, Adrien, par exemple, Manon, sublime. Moi, beaucoup moins sublime. Manon et moi, on a combien d'ADN en commun en tant qu'être humain? Vous avez à peu près 99,9% de votre ADN en commun. C'est Ah ouais. dingue. Ça veut dire qu'il n'y a que 0,1% qui fait notre différence. 2 êtres humains, quand tu compares leur information génétique portée par l'ADN, elle est identique à plus de 99,9%. Ça, c'est pas mal. Ça va permettre peut-être de comprendre à tout le monde que qui qu'on soit sur la planète, en fait, on est les mêmes. Hein, on est d'accord, Adrien? Eh oui, Et voilà. exactement. C'est ça qui est important de retenir. Merci beaucoup, cher Adrien. En tout cas, on a Merci, appris Adrien. plein de trucs avec toi, plein de trucs avec le kiwi. On te retrouvera tout à l'heure. Et on va aussi retrouver dans quelques instants un invité un peu spécial. Voilà, un ami à nous, qu'on a la chance de bien connaître et que tu connais aussi sûrement très très bien. Mais on va en parler d'ici quelques instants. En attendant, on a parlé des kiwis, on a parlé de la saison des kiwis. Voilà, c'est vrai que les légumes de saison, on dit toujours que c'est important. On dit aussi d'ailleurs que c'est important de manger plutôt des légumes de saison que des légumes hors saison pour justement, on en parlait tout à l'heure, pas faire venir les fruits, les légumes de n'importe où. Et c'est très mauvais pour la planète. Donc les légumes de saison, c'est important d'en manger et on peut tous se poser la question, qu'est-ce que c'est exactement que
des légumes de saison. Et qu'est-ce que ça signifie manger des fruits et des légumes de saison? Vous voulez la réponse, les amis? Oui. Ah oui. bien sûr. Eh bien, regardez ça. Silence, ça pousse. Evan, Bastien, qu'est-ce que vous allez manger pour le goûter? Des fraises, des cerises. Ah non, ça va pas être possible, ça n'est pas la saison, les fraises, c'est au printemps, les cerises, c'est au printemps et ce n'est pas maintenant. On en a vu au supermarché. Oui, mais au supermarché, les fruits que vous avez trouvés, ce sont des fruits qui ont été cultivés sous serre, dans lesquels on a reproduit les conditions du printemps de manière artificielle. Et puis, ce sont probablement des fruits qui ont été cultivés au bout du monde, qui ont pris l'avion, en tout cas, qui ont utilisé des moyens de transport qui ne sont pas formidables pour l'environnement. Donc, il faut manger des fruits de saison. Les garçons, qu'est-ce que ça veut dire manger des fruits de saison? Je sais pas. Je sais pas. Ben, ça veut dire manger des fruits au moment où la nature nous les offre, sans qu'ils aient été cultivés de manière artificielle. Et ça veut dire aussi cultiver le plus proche possible de l'endroit où nous les mangeons. Parce que lorsque un fruit est cultivé à 5000 km, il va être cueilli avant d'être mûr pour pouvoir voyager. Et on va manger des fruits qui sont à peine mûrs, dont le goût ne sera pas au maximum. Alors que si tu manges un fruit qui a été cultivé à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, il va avoir profité du soleil, il va s'être chargé en goût. Certes, il voyage moins bien, mais ce n'est pas grave puisqu'il a fait peu de trajets. Et donc, on va manger des fruits qui sont au meilleur d'eux-mêmes. Donc, la nature est bien faite parce qu'elle nous offre tout ce dont nous avons besoin au bon moment. Par exemple, ici, ce serait bien de trier un peu tous ces légumes et de voir lesquels vont être les légumes de printemps et d'été et lesquels vont être les légumes de l'automne et de l'hiver et de voir ce que chacun d'entre eux nous apporte. À vous de jouer. Moi, j'aurais la fraise dans... Et printemps-été. Ouais, bravo. La cerise. Printemps-été. Ouais. Printemps-été. La carotte. La carotte, printemps-été. Moi, je mettrais plutôt en automne-hiver parce qu'on mange plus de légumes racines en hiver. Donc, les poireaux, automne-hiver. Les poivrons, bah oui, hein. On les sème à la fin de l'hiver, on les récolte jusqu'à la fin de l'été. Et les tomates? Les tomates, je dirais là. Ah bah oui, c'est tout pareil, effectivement. Et la pomme? Tu peux la croquer? Mais la pomme, c'est automne-hiver. Oui. Et en fait, lorsque nous disons que la nature est bien faite, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que pour l'hiver, on va avoir des choses plus consistantes, comme la pomme de terre, comme la carotte, enfin, des choses dans lesquelles il va y avoir plus de sels minéraux, avec des calories qui vont nous tenir chaud pendant l'hiver, alors que l'été, on va avoir des légumes et des fruits qui sont chargés de beaucoup plus d'eau, de vitamines et d'antioxydants qui correspondent mieux à ce dont nous avons besoin pendant l'été. La nature est bien faite. Mangeons de saison, et puis si nous avons envie de manger des fruits, eh bien, il y a des pommes qui vont se garder pendant tout l'hiver au réfrigérateur, il y a des fruits séchés, éventuellement même, si tu as envie d'une pêche, peut-être qu'une pêche au sirop dans un bocal de pêche au sirop, c'est bon toute l'année. Merci Stéphane. Merci à vous. Eh bien, merci Stéphane. On est plus intelligent maintenant. Avec cette émission, on apprend tous des trucs tous les jours. Ouais. C'est ça qui est génial. J'espère que toi aussi t'en profites, bien sûr. Et maintenant, comme promis, comme tous les jours, on reçoit dans cette émission une personnalité qui, comme toi, est confinée à la maison. Et aujourd'hui, ça nous fait très, très plaisir de l'avoir avec nous parce que tu vas voir, tu le connais sûrement. Il a fait évidemment C'est pas sorcier pendant des années. Aujourd'hui, il est un petit peu dans son monde, le monde de Jamie, mais il est aussi avec nous. Salut Jamie, comment ça va ? Bonjour Alex, bonjour à tous. Bonjour. Ça va très très bien. Je suis confiné chez moi et tout se passe bien. Bah oui, c'est pour ça qu'on reste confinés d'ailleurs tous. C'est pour que tout se passe bien. Alors évidemment, en ce moment, j'imagine que tu es très sollicité. On t'a vu d'ailleurs dans l'émission sur France 2 sur le coronavirus. Comment tu vis toi cette période un peu unique ? Eh ben, je la vis très très bien. J'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc ça me permet de m'aérer quotidiennement.
Et puis j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de monde de Jamy à préparer. Vous avez vu aussi que je fais des petites capsules vidéo là quotidiennes sur des petits savoirs que l'on peut découvrir au quotidien. Donc ça me fait pas mal de choses et puis beaucoup de lectures, de presse à lire parce que il se dit beaucoup de choses autour de ce coronavirus. Ah oui, évidemment, on a plein de choses à apprendre encore, hein, c'est le début. On peut te retrouver aussi sur lumni.fr où il y a pas mal de tes vidéos. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on te connaît toi comme un éminent journaliste scientifique, mais en fait, ça va faire plaisir à Nicolas, tu as eu un bac littéraire? Exactement, tout à fait. Moi, à l'origine, je suis littéraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que... Nicolas, en fait, il ne faut pas oublier que je suis, et tu l'as dit, je suis journaliste scientifique. Ça veut dire que moi, je suis un passeur, un trait d'union entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir. Et je n'appréhende pas la science comme un outil, mais comme un élément de culture. Le scientifique va utiliser la science, lui, pour travailler, pour rechercher. D'accord. Moi, j'utilise la science pour transmettre des éléments de culture. C'est très, très différent et jamais je ne me mets à la place du scientifique. Je reste à la mienne qui est celle de donner des informations, certes des informations scientifiques, mais que j'ai puisées dans le savoir des scientifiques. Ah bah écoute, c'est formidable. Jamy, 20 sur 20 en dissertation. 20 sur 20 en dissertation. Vraiment... Notre prof de français t'applaudit. Hein. Un être complet, bravo. Et du coup, justement, comme tu aimes bien transmettre ce savoir, ce rôle d'éclaireur un peu, de messager, on a le petit Mathis qui est avec nous. Salut Mathis, t'es toujours là? Oui. Et je crois que tu voulais, toi, poser une question scientifique. Alors du coup, évidemment, je pense que Jamy aura la réponse. Donc je t'écoute. Quelle est ta question? C'est quoi la vitesse de la lumière? Ah bah, grande question. Ah, la vitesse de la lumière. Alors, je peux y répondre très, très rapidement. À la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. C'est pour cette raison qu'on parle d'années-lumière. Parce que, à un moment donné, si on voulait donner le vrai nombre de kilomètres que parcourt la lumière en une année, ce serait énorme, énorme, énorme. Donc, on parle d'une année-lumière. L'année-lumière, ça correspond à la distance que parcourt la lumière en un an. Donc, tu vois, tu divises le nombre de jours en secondes, tu multiplies par 300 000 et tu auras le nombre de kilomètres. C'est énorme. Donc, quand on dit que l'étoile la plus proche de notre système solaire se trouve à 4 années-lumière, eh bien, tu vois, c'est très, très, très loin. Ah oui, c'est très loin. Et ça va très, très vite, la lumière. On allume une lumière, paf, on la voit tout de suite. Mais évidemment, le soleil, par exemple, je crois que quand il se couche, en fait, on a toujours sa lumière pendant un petit peu de temps, justement, parce qu'il est très, très loin. En fait, quand la lumière que nous recevons du soleil, à l'instant où nous parlons, la lumière qui nous arrive du soleil, eh bien, a mis 8 minutes pour parvenir de notre étoile jusqu'à nous. Et oui, parce que cette étoile, tu l'as dit, elle est assez loin quand même. Hein. Voilà, et c'est ce qui explique que parfois, nous voyons des étoiles tout au fond du ciel. Elles sont tellement loin qu'elles sont déjà mortes. Elles n'existent plus, mais leur lumière n'a pas terminé de nous arriver. Bah, c'est passionnant. Écoute, on fera peut-être un cours entier sur la lumière. Ça ne va pas arranger tes angoisses sur l'infini. Hein. Non, ça ne va pas arranger mes angoisses sur l'infini. Ça, je te remercie, Nicolas. Ça, c'est sûr que bon, c'est pas terrible. En tout cas, merci beaucoup, Jamy. Porte-toi bien, surtout. Reste chez toi, sois bien prudent. Beaucoup. Et puis, on espère te retrouver très, très vite. À bientôt. Merci, Jamy. Salut. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Ah là là. Salut. Il est cool, Jamy. T'as bien compris, Mathis? Oui. T'as vu, hein, ça va vite, la lumière. Hein. Ouf, 300 000 km en une seconde. T'imagines le jour où on fera des voitures qui vont à la vitesse de la lumière? On fera le tour de la Terre, je ne sais pas combien de fois une seconde, parce que le tour de la Terre, c'est combien? 40 000 km. 40 000 km. On ne peut Oh pas là la là. piéger, la prof de géo. Non, mais- C'est pas possible, ça, Raphaël, tu sais tout? C'est agaçant. Mais oui, c'est un peu agaçant. Oh, c'est un non, peu agaçant. c'est peu. Bon, allez, on va enchaîner dans cette émission. Vous l'avez compris, on a parlé des légumes. Hein, c'est un peu une émission spéciale légumes. On va parler des légumes de saison. Encore une fois avec Manon, parce que Manon est une spécialiste aussi du légume. On va apprendre à faire un truc écolo avec des légumes. Parce que c'est notre moment Greta Thunberg. C'est parti.
Alors, le moment Greta, tous les jours, hein, c'est un moment où on parle d'écologie. Alors, je précise pour... j'ai quelques parents qui m'écrivent depuis le début de l'émission lundi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est important aussi de parler parfois un peu de cuisine, d'écologie. Ça fait partie des cours, des choses qu'on peut donner en cours à l'école. D'ailleurs, je crois même que toi-même, tu as des cours. Moi, au primaire, en Angleterre, j'avais des cours de cuisine aussi. Donc, Et ben voilà. Et ben là, on va apprendre en tout cas à préserver la planète, à préserver votre garde-manger avec des légumes. Tu en as quelques-uns dans ton assiette. Explique-nous un petit peu, Manon, quelle histoire? Alors, quelle est l'histoire? En fait, je vais vous montrer comment utiliser les épluchures de légumes plutôt que de les jeter. Pourquoi est-ce qu'on ne les utiliserait pas pour faire quelque chose? Alors, chez toi, tu peux prendre les épluchures de carottes. Là, j'ai une patate douce. Mais aussi le bout du poireau ou les bouts des oignons. Tout ce que, en fait, normalement, on jette à la poubelle, et tu peux le garder. Et là, tu vas le mettre dans une casserole avec un adulte, rempli d'eau chaude. Donc, on met ces épluchures, on va rajouter de l'eau. Voilà, évidemment, comme il y a soit le gaz, soit le feu, soit l'électricité qui est impliquée, on fait ça avec des adultes. Un adulte. Donc là, on recouvre un peu d'eau. On va rajouter du sel. OK. Donc hop, je mets une pincée de sel, même un peu plus. Hop. Sur un feu doux un peu. Hein. Sur un feu doux, tout à fait. Sur un feu doux. Là, fait comme ça n'a pas l'air ragoûtant. On n'a pas trop envie de manger quand même. Ah ouais, non, ça donne pas très envie de manger, en effet. Mais vous allez voir qu'à la fin, ça sentira plutôt bon. Donc on laisse comme ça pendant 45 minutes à feu doux. C'est tout. On ne remue pas, on laisse comme ça. On peut laisser comme ça. 45 minutes. Il faut surveiller quand même. Hein. On peut rajouter. Attention. Oui, on surveille que ça déborde pas, évidemment. Hein. Donc c'est pour ça que c'est à feu doux. Et on peut rajouter quelques épices selon ce qu'on aime. Alors ça, etc. c'est ce que tu as, par exemple, devant toi, tu as des épices. Voilà, là j'ai un peu de ras el hanout. Donc voilà, je peux rajouter. C'est parce que c'est que le ras el hanout. C'est une épice qu'on met normalement dans le couscous. Donc voilà, c'est assez parfumé. Et on laisse mijoter. Et une fois que ça fait 45 minutes, on retire du feu à l'aide d'un adulte, évidemment. Et on va venir passer dans une passoire. Mais alors attention, là, on ne cherche pas à faire comme pour les pâtes, où on va juste récupérer ce qu'il y a dedans, dans l'eau. On veut récupérer l'eau. Et oui, c'est l'inverse. Super on bouillon. Veut pas, évidemment. Donc là, il faut mettre sous la passoire, il faut mettre un autre récipient qui va récupérer le liquide. Genre un saladier, par exemple. Exactement. On met un saladier. Ou une assiette creuse un peu grosse. Une assiette creuse un peu grosse. Voilà. Et du coup, on va faire passer. Là, je ne vais pas le faire parce que mon assiette est un peu petite. Tu peux un peu, fais-le un peu pour rigoler. Voilà, regarde. Tu me dis stop, hein, que ça déborde pas. Stop. Voilà, ça ne déborde pas. Voilà. Et du coup, le liquide, ça va vous donner quelque chose en fait comme ça. Oui, parce que là, évidemment, ça n'a pas cuit. Là, ça n'a je pas précise cuit. que là, ce n'est pas allumé. Donc, ça fait cette espèce de comment on peut dire, de bouillon. C'est comme un jus. C'est un jus de légumes, tout à fait. C'est un genre de jus de légumes, mais qui va servir du coup pour faire un bouillon avec des vermicelles, une sauce pour manger avec de la viande. Oui, pour accompagner un petit poulet, par exemple. Moi, exactement, un petit poulet, un petit morceau de bœuf. Voilà. Et du coup, pour les véganes, c'est parfait parce que c'est que des légumes. C'est que des légumes, tout à fait. Donc c'est génial. Et en plus, comme ça se conserve une semaine au frigo, sans souci. Mais encore mieux, si tu veux le conserver encore plus longtemps, tu prends un bac à glaçons, tu verses dans chacune des petites cases et tu congèles. Et comme ça te fait des bouillons cubes. Ah oui, ça te fait des petits cubes que tu peux mettre un peu partout. Voilà. Exactement. On a tout compris. Tu as tout compris, Mathis? Oui. Et est-ce que tu vas essayer de faire pareil à la maison? Oui. Et ce repas, c'est pour manger le matin, l'après-midi ou le soir? Le matin, je suis pas sûr qu'un petit jus de poireau au matin soit idéal. Ouais. En revanche, pour le déjeuner ou le dîner, c'est parfait. Pour le déjeuner ou le dîner, par exemple, le soir, juste un petit bouillon avec des vermicelles, ça fait un super repas. Oui, je m'y mets là, moi, pour le régime, c'est très bien. Je suis à fond là-dessus. En tout cas, si toi aussi chez toi, je vais la prendre tout de suite. Si toi aussi chez toi, tu veux essayer, pas de problème, fais-le avec évidemment des adultes à la maison. Tu filmes tout ça et tu postes la vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag Maison Lumni. Et puis on montrera à Manon et on partagera peut-être nous aussi et si t'as des questions, plus belles n'hésite vidéos. pas non plus. Allez, en tout cas, merci Manon. Nous, on va venir se rasseoir, hop, et se faire un petit coup de lavage de mains, évidemment, très important. Et maintenant, on va passer au moment tant attendu, on peut le dire, le moment de notre Vincent Castellanou, l'imperturbable Nicolas. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous parler d'orthographe. Alors ça, l'orthographe, ça peut faire peur. Hein. Moi, j'adore ça, les dictées, tout ça. Dès que je faisais une faute, je devenais hystérique. Donc, parlons d'orthographe. Tu adores ça, alors? Ah oui, j'adore ça. Bah oui, parce que, super. Non, mais j'aime bien, j'étais très stressé, parce que dès que je faisais une faute, je devenais fou. Je supportais pas les fautes. Donc voilà, j'espère qu'avec toi, je vais plus en faire à jamais. On va voir. Moi, c'était les maths. Bon. Alors, on te dit souvent que l'orthographe, c'est important. Et si tu n'es pas convaincu, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire du roi qui avait interdit le E. Alors, je précise que c'est un livre, bien sûr. C'est la loi du roi Boris. Alors, parce qu'il s'ennuie,
le roi Boris III décide un jour de partir en guerre contre un pays voisin qui est dirigé par son cousin. Mais dans sa déclaration écrite, il commet une faute d'orthographe lourde de conséquences qui va bouleverser la vie de ce petit royaume. Alors qu'il voulait écrire l'adverbe « évidemment » avec un « e », et il remplace le deuxième « e » par un « a ». Oui, Voilà. c'est évidemment, EVI, il fait D-A-2-M-E-N-T. Alors que, Exactement. évidemment, sauf que c'est un E normalement. Exactement. Hein? Mais comme ce roi est susceptible et orgueilleux, plutôt que de reconnaître sa faute, il décide de créer une loi qui interdit purement et simplement la lettre E. À partir de là, rien ne va plus. Une partie de la population entre en résistance et se lance comme défi de ne communiquer qu'avec la lettre E. La loi du roi Boris, c'est évidemment une réflexion sur la dictature. Oui, parce que on précise que c'est évidemment c'est un roman, hein, cher professeur de Tout français. à fait. Ce n'est pas une histoire vraie. Il n'y a pas un Exactement. roi qui s'est énervé en disant « n'utilise plus le E ». Non. Mais en revanche, c'est très drôle de le lire. Exactement, parce que ça nous amène à la petite figure de style du jour qu'on appelle le lipogramme. Alors le lipogramme, c'est pas un régime qui a mal tourné. Hein. Le lipogramme, Moi, je pensais que c'était une liposuction Ouais. d'un hippopotame, un C'est vrai. lipogramme. C'est comme ça. Eh bien, le lipogramme, c'est une contrainte d'écriture. Il s'agit de composer un texte en supprimant une lettre, et évidemment, c'est encore plus intéressant quand cette lettre est fréquente. Donc toi, de ton côté, entraîne-toi pour voir et essaie d'écrire un petit texte de quelques phrases sans utiliser la lettre E, et tu vas voir que c'est très difficile. Par exemple, mon ami Raphaël, qui est à côté de moi, c'est très simple, ça devient rafale. Ah oui, c'est moins fun. Comme un avion, hein, finalement. Oui, comme un avion Oui. ou comme une rafale de vent. Oui, si. voilà. Oui, mais une rafale de vent, ça mérite une bise. Oui, ah, c'est bien Oh. aussi, dis donc. Mais on n'a plus le droit de faire la bise en ce moment, Nicolas. Une bise à distance. Geste barrière. Voilà, bise à distance. Une bise symbolique. Tout va bien. Et donc en France, nous avons un champion absolu en littérature dans le domaine. Il s'appelle Georges Perec et il a écrit un livre complet avec la lettre E. Eh oui. Ce livre s'appelle La Disparition. C'est un livre qui fait 300 pages et je te mets au défi de trouver cette lettre proscrite. C'est le terme dans le bouquin d'ailleurs, une lettre interdite. C'est le trait proscrit. Et pour y arriver, l'auteur peut utiliser une figure de style que tu sauras reconnaître. Alors là, c'est une référence à la leçon de lundi. Et si je vous dis le roi des animaux? Ah bah, c'est le lion, c'est une périphrase. Oh là là. Bah non, mais je retiens tes cours. Attends, Mais, alors là, le cours de français du lundi, il est là, mon vieux, à vie. Les 20 sur 20 à tout le monde aujourd'hui. Hein. J'espère que c'est pareil pour toi, chez toi, et tu te rappelles bien tout ce qu'on dit tous les jours. Alors la périphrase, je rappelle quand même que c'est le fait d'utiliser un groupe de mots pour désigner un animal, un objet ou bien un être humain. Et dans la loi du roi Boris, comme le E est interdit, l'auteur Gilles Baraquet utilise la périphrase. Ainsi, au lieu de dire orteil, nous dirons les doigts du sol. Au lieu d'avoir le nombre 12, eh bien ce sera 10 plus 3 moins 1. Enfin, la femme devient le patron à jupon. Et on a un petit extrait comme ça de texte sans le E. Tout à fait. Alors c'est un passage dans le livre qui est assez intéressant parce que dans cet extrait, la loi vient d'entrer en application et 2 agents du roi viennent contrôler un commerçant. Alors sois attentif à leur manière de parler. Et là, j'ai besoin d'une petite feuille que je vais récupérer. D'accord. Et là, hop. Alors, essaye chez toi, pendant que tu écoutes notre professeur de français, Nicolas, dans les passages où il n'y a pas de E, de voir si tu en trouves un. C'est parti. 2 personnages entrèrent dans la pâtisserie. Ils s'adressèrent en ces termes à Dame Gustave, qui tenait alors la boutique. « Oh là, toi, nous mandons ton mari, qu'il soit là dans l'instant. »« Messieurs, c'est que Maître Gustave est au fourneau. »« Nous insistons, un mitron finira la cuisson. Nous voulons voir ton mari aussitôt. » Dame Gustave hésita, puis alla chercher son pâtissier de mari. Plus que la requête en elle-même, c'était ce ton étrange qui l'inquiétait. Maître Gustave arriva bientôt, s'essuyant les mains pleines de farine à son large tablier. « Monsieur, ah, c'est la police de la paix civile. »« Pas du tout, mon ami. » L'un des hommes présenta un insigne brillant inconnu. « Commis aux inscriptions. Dis-nous, sais-tu qu'à la Saint-Piotr, 3 jours plus tôt, on proclama au Pôle de Vaux la loi du roi Boris ?» Ah, c'est de cette farce qu'il s'agit. Disons qu'il s'agit avant tout du bon vouloir du roi. Sors du magasin sur nos pas. Allons, sors. Maître Gustave ouvrit des yeux ronds, mais se laissa tirer dehors. Un des hommes lui désigna son enseigne. Vois là-haut, au fronton. Il y apparaît un mot mal inscrit. Suivant la loi, on doit plutôt voir pain, biscuit.
Surtout pas ton nom marchand d'avant, où on lit ici ou là un trait proscrit. Ça va pour aujourd'hui, il y a un sursis, mais dans 5 jours, il y aura infraction. L'autre commis s'en mêla. Voici aussi un avis d'amis. Si nous faisions ton travail, nous cuirions surtout du produit ayant un nom s'accordant à la loi. Croissant, chausson, pain au chocolat, kouglof, flan, baba au rhum, clafoutis, nougat. Il y a là grand choix pour un marchand, autant qu'un gourmand. Ainsi garanti, tu n'auras aucun souci plus tard. Maître Gustave les regardait à tour de rôle, n'en croyant pas ses oreilles. Puis il éclata de rire. Ah, les drôles, pain, biscuits, clafoutis, nougat. T'entends ça, Ursula? Ah non mais, ils vont me faire crever de rire. Hein. Alors, la lecture est terminée et maintenant je te propose un petit exercice. Si j'étais toi, je me mettrais à la place du cousin de Boris, qui est le destinataire de la déclaration de guerre qui contient la faute. Imagine la réponse qu'il peut lui adresser, évidemment sans la lettre E. Ah oui, c'est pas facile, hein, parce qu'on ne peut pas faire d'omelette sans caser des E. Et en tout cas, là, bravo, tu t'en es très bien sorti. On a bien compris, donc c'est quand les agents parlent, il n'y a pas d'E, c'est énervant parce que tu es là, tu cherches un E, tu écoutes tout et tu te dis, mais on arrive à faire des phrases Et il y a sans la liste E, des gâteaux injonction. aussi sans E. Hein. Et ouais, la liste des gâteaux sans E, c'est vrai, c'est fou, biscuits, nougat, flan, c'est vrai qu'il n'y a pas d'E. Mathis, là, c'est comme ça, la débeauté. Je te demande de me trouver des mots sans E, tu m'en trouves quelques-uns ou pas? Bah, en tout cas, pas ça, c'est sûr que ça marche pas. Ça, c'est un E très long. T'as pas une idée? Non. Bah non, tu vois, il n'y a pas de E. Très bien. Très bien, tu vois, t'as réussi, tu marchais sur des E, mais t'y es arrivé. En tout cas, bravo. C'était clair, hein, t'as vu le cours de Nicolas, c'est rigolo. Ça donne envie de lire le livre, Le Roi Boris. La loi du roi Boris. La loi du roi Boris. T'as envie de le lire, du coup, Mathis? Oui, oui, oui. Ah bah ouais, moi aussi, je vais chercher les E. Ça va m'amuser. Merci beaucoup pour ce cours de français Avec éloquent et avec éloquence. Bravo, Nicolas. Et maintenant, l'émission est presque finie, mais comme tous les jours, on va répondre à toutes les questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux de Lumni avec le hashtag Maison Lumni. C'est ce qu'on appelle la foire aux questions. Alors, on a une question de Lucien, qui a 8 ans, qui nous demande comment se conjugue le futur. Ah, alors là, on a évidemment un professionnel sur ce plateau. Alors Nicolas, maintenant... prof de français. Comment est-ce qu'on conjugue, Lucien? Dis-nous à Lucien, comment se conjugue le futur? Alors le futur, première chose, c'est un temps simple de l'indicatif. Et tu le conjugues de manière très simple, c'est le cas de le dire. Tu utilises l'infinitif de ton verbe et tu rajoutes une terminaison. Alors ça dépend de la personne, AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et il y a quelques cas particuliers, bien sûr. Oui, parce que faire, ça marche pas. Faire, ça marche pas. Faire, ça fait pas je ferai. Je et ferai. Non, ou alors Donc vraiment. on change. Oui. En revanche, finir, ça marche. Je finirai, tu finiras. Tout à fait. D'accord. Mais il y a plein de mots comme ça particuliers qui sont étonnants. Mais alors, comment on fait pour savoir les cas particuliers? Ah bah, il y a une petite liste de 15 mots. D'accord. Qui sont... Donc il y a vouloir, pouvoir, valoir. Oui, parce que pouvoir, ça ferait je pourrais. Tout à fait. Ah oui, ça ne fait pas je pouvoirais. C'est Non. un peu bizarre. Ouais. Oh, c'est sympathique. Alors, moi, il y a un domaine dans le futur qui me fascine, c'est le futur proche, que moi j'appelle le futur de mauvaise foi. C'est-à-dire? Alors, tu es dans ta chambre, c'est le cas de le dire, et donc, ta maman te dit, bon, tu viens manger, maintenant, ça commence à bien faire, ça fait 10 minutes que je t'attends. Et là, qu'est-ce qu'on répond en général? J'arrive. J'arrive, mais on n'arrive jamais. Oui, mais on n'arrive jamais. Ah, on arrive 5 d'accord. minutes, 10 minutes après. Oui, mais ça, et ça, c'est ce qu'on présent. appelle un futur proche. Et tu sais qu'au Japon, C'est un présent à valeur de futur proche. oui, au Japon, moi j'ai la chance d'avoir vécu un petit peu au Japon pendant quelques mois. Au Japon, il n'y a pas de futur. C'est-à-dire que c'est tous les verbes, c'est à l'infinitif, et tu rajoutes juste un petit mot à la fin qui veut dire plus tard. Et donc du coup, tu n'as pas de problème de conjugaison. Tu vois, tu dis moi manger, plus tard, c'est-à-dire moi je mangerai. C'est beaucoup plus facile que chez nous. Ah oui. Et ils ont tout compris. Parfois, ils C'est sont du plus futur simples. proche en fait. C'est du futur proche tout le temps. En tout cas, voilà, c'était la question sur le futur. Merci beaucoup. Comment se conjugue le futur? Merci Nicolas. Et maintenant, comme tous les jours, je vais vous parler d'une question, la question qui m'empêche de dormir. Eh oui, parce que moi, j'ai un sommeil un peu agité en ce moment. Je me pose parfois des questions existentielles. C'est une question qui me tarabuste un peu. Et vous savez, quand on fait une bulle, la bulle, elle s'envole, elle est magnifique, et paf, d'un coup, elle éclate. Et alors ça m'énerve. Il n'y a aucune raison qu'elle éclate. On est dans l'air, il fait beau, voilà, dans la maison, on est enfermé dans la maison. Pourquoi est-ce qu'elle pète? Heureusement, nous avons Adrien, notre prof des sciences, de la vie et de la terre qui est avec nous. Adrien, t'es de retour? Je suis là.
Alors, entouré de bulles. mais oui, t'as plein de bulles. Comment tu fais pour avoir des bulles alors que tu es derrière ta caméra? C'est magique. Ah bah, c'est C'est vraiment... magique, c'est ce que tu cherchais. C'est magique. Alors, peut-être que toi, tu sais la réponse. Pourquoi est-ce que les bulles éclatent, Adrien? Alors, si les bulles éclatent, c'est parce qu'elles ont perdu de l'eau. Comment ça? Une bulle de savon, c'est très fragile. C'est un mélange d'eau et de savon qui emprisonne de l'air. Et si tu les touches, ces bulles, elles éclatent, à moins que d'avoir les mains mouillées. Pourquoi? Parce que dans la bulle de savon, l'eau va petit à petit glisser le long de la bulle, du haut vers le bas, et le dessus de la bulle va finir par être tellement fin qu'il va éclater. Ah d'accord, en fait, c'est comme la bulle, c'est rond, la gravité, ça fait glisser l'eau du côté de la bulle, et du coup, il y a de moins en moins d'eau au-dessus, et à un moment donné, ça pète. Ça finit par éclater. Eh ben, j'ai tout compris. Formidable, j'espère que toi aussi, tu as tout compris. T'as tout compris, Mathis? Oui. Ah bah oui, tu savais ça ou pas? Non, mais j'ai une question, moi. Comment on fait des bulles? Ah, comment on fait des bulles? Alors ça, c'est peut-être qu'Adrien a la réponse. C'est de l'eau et du savon, et on met de l'air dedans, c'est ça, Adrien? C'est ça, tu prends de l'eau, du savon, tu mélanges le tout, tu souffles, tu envoies de l'air qui va se retrouver emprisonné dans ce mélange d'eau et de savon. C'est exactement ce que tu as dit. Oui, c'est exactement ce que je dis. Ça ne marche pas avec de l'eau normale. On est obligé de mettre du savon pour que ce soit un peu visqueux. C'est ça? C'est quoi l'histoire? C'est ça, exactement. La bulle de savon, c'est un mélange de molécules d'eau et de molécules de savon. Ça ne tient pas avec seulement des molécules d'eau. Eh ben voilà, merci beaucoup Adrien. Tu vois Mathis, on essaye vraiment de répondre à toutes les questions. Et d'ailleurs, en ce moment, moi j'ai une grosse question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour garder la ligne en étant enfermé à la maison. Heureusement, on a un cours de sport tous les jours. Merci beaucoup Adrien, en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Je te remercie beaucoup. Et comme tous les jours, effectivement, quand l'émission touche à sa fin, on passe au sport dans la maison Lumni. C'est important. Donc on va y aller tout de suite avec la ravissante Céline qui, je le vois, est déjà près de chez elle. Elle aussi, hein, confinée dans son magnifique appartement. Ouais. Salut Céline, tu vas bien? Salut tout le monde, oui, Bonjour. ça va. Salut. Bonjour. Eh ben merci. T'es où là, Céline? Chez moi, dans Paris. Ah, t'es dans Paris. Et c'est Manon qui a peint ton tableau derrière, là? Ça ressemble étrangement à ce qu'elle nous a fait lundi. C'est très bizarre. Non, c'est magnifique, hein? C'est pas pour critiquer. Je suis en train Hein. de t'en préparer un. C'est très très beau. Merci super. Manon. Merci Manon. Allez, on se retrouve évidemment demain dans la maison Lumni avec nos amis professeurs. D'ici là, évidemment, amuse-toi, travaille, joue, parle à distance avec tes amis, amuse-toi avec tes parents, écoute tes parents, travaille bien. Et en attendant, on va faire aujourd'hui un vrai petit cours de sport pour éliminer un petit peu le confinement. On y va, on est parti. Céline, alors explique-nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler les bras, les D'accord. abdominaux et les hanches. Ok, donc dans la posture. Donc dans la posture de la grenouille. Donc les paumes de main. Je sais, le nom est. Bah les non, paumes c'est de main sympa sur les le grenouilles. sol. Attends, moi Bah, j'adore c'est les ça. grenouilles. Espacez bien les pieds. Ouais. Ah bah attends, Espacez vos pieds. on est à Descendez fond. le bassin. On est à fond là. Allez-y. Et il y a pour tous les niveaux, en fait, donc vous placez vos paumes de main et si c'est possible, vous faites des petits sauts vers l'avant et vers l'arrière. Les mains bien ancrées dans le sol. Alors attends, parce Et que c'est là, adaptable. on a l'air complètement ridicule, hein. T'en es consciente quand même. Bah oui, mais bon, Oui. c'est un peu les postures des animaux, quoi, du yoga. Ah d'accord, Donc, c'est des postures de yoga, ok. Cherchez pour les petits, Fais c'est voir, Nicolas. adaptable. On peut Ah oui, c'est pas mal. Vas-y Manon. Ah, c'est essayer de Manon. chercher un peu plus de... Pour les plus grands, on peut chercher un peu plus d'équilibre, en fait, et de sauter un peu plus haut. Et Mathis. pour les plus petits... Attends, je regarde si Mathis est en train de le faire. Mathis, t'es en train de le faire ou pas? Non. Bah vas-y, fais-le. Démonstration, tu fais Fais-le, comme nous. Mathis. On est parti. Ah ouais, tout le monde s'y Allez. met. On est parti. Merci beaucoup en tout cas. Céline, hein, on est vraiment... Oui, On est vraiment fort. Et ça, c'est du yoga, ça. Le crâne, oui, c'est des postures de yoga. Ça permet de trouver de la force dans les bras. Ah C'est oui. adaptable pour tout le monde. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont seuls, ils peuvent demander à leurs parents de faire des petits parcours, faire des courses entre frères et sœurs. Donc, Oui. vous pouvez adapter, trouver un peu plus l'équilibre pour ceux qui sont plus forts au niveau des bras. Ah, moi, je peux carrément tenir à la verticale sur mes bras. Ça, je sais bien faire. Ah bah voilà. Donc Ouais. amusez-vous bien et pensez à vous laver les mains.
Ah oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Céline, pour ce petit cours. J'espère que vous avez adoré cet exercice. Je veux vous voir les faire, les gars, parce que moi, je suis obligé de dire au revoir, mais vous, il faut travailler un peu, les amis. Allez-y. Oui, on travaille. Moi, je dis au revoir. On se retrouve évidemment demain. Même chaîne, même heure, même bonne heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Parlez de la Maison Lumière autour de vous. N'hésitez pas à nous poser des questions, encore une fois. # Maison Lumière sur Twitter, sur Instagram. On est parti. Merci beaucoup. À très vite. Bye. Et on fait la grenouille. Hop là. Et la grenouille, une grenouille. Alors moi, je sais tenir.